L'image sur l'écran avait disparu. Un bout de pellicule qui dépassait de la bobine continuait à cliqueter. Le vieil homme se pencha pour éteindre le projecteur. D'habitude, ce film, Les chasseurs de serpents du vieux Calcutta, ce film amenait un sourire sur le visage de son jeune neveu. Mais aujourd'hui, il restait vautré en silence, tout près du projecteur, à regarder sa tasse de thé froid. La lumière revint dans la petite cabine, où s'empilaient de vieilles bobines, des boîtes d'ampoules, des fauteuils de cinéma usagés. De la fenêtre de la cabine de projection, on voyait l'entrée principale du vieux cinéma. On voyait les 10 rangées de fauteuils en velours poussiéreux. On voyait l'estrade basse et l'écran légèrement jauni. Le vieil homme s'éclaircit la voix pour rompre ce silence maussade. Il fit mine de ramasser les tasses et les papiers de bonbons entre les 2 fauteuils. Il était vêtu d'une longue tunique brodée et de sandales. Et il portait sur la tête une petite calotte ronde qui glissait vers l'arrière tandis qu'il parlait. « Alors, Kofi, on dirait que les vieux films commencent à t'ennuyer. » L'enfant se contenta de hausser les épaules. « Ah, c'est pas ça. C'est pas ça, mon oncle. C'est juste que je ne crois pas que les chasseurs de serpents puissent beaucoup m'aider en ce moment. Non. » « Je vois, dit le vieil homme. » Il reposa les tasses. Il se cala dans son fauteuil et il s'apprêta à écouter. « Je voudrais bien savoir de quelle aide tu parles. » Mais c'est à propos de ce garçon, il est plus vieux que nous. Il vient de la grande ville, on l'appelle Joe, et il fait faire des bêtises aux autres. Quand j'essaye de les arrêter, il se fâche contre moi, parce que ça met Joe en colère. « Est-ce qu'il est dans ton école ?»« Ah, il ne va plus à l'école. D'ailleurs, la plupart de mes amis ne vont plus à l'école non plus depuis l'arrivée de Joe. Ils passent leur temps installés près du marché, près des boutiques, à chercher des choses à faire pour s'amuser, comme dit Joe. Il a une voiture, alors ils s'en servent pour remonter et redescendre la rue à toute vitesse, en essayant d'écraser des chèvres ou des poulets. Mais enfin, Kofi, je connais tes amis. Ils ont tous l'air très gentils. Je connais leur famille. Tout ce monde sait combien c'est important d'aller à l'école. Pourquoi est-ce qu'ils ne le disent pas à Joe ? Si tout le monde le faisait, je suis sûr qu'il ne pourrait plus causer tous ses ennuis. Ils ne savent que lui dire oui, parce qu'ils ont peur. C'est lui qui leur suggère toutes leurs bêtises. Alors ils volent dans les magasins. Ils se montrent impolis, et les gens sont furieux contre mes amis. Ils vont jusqu'à nous chasser quand nous entrons dans les magasins. Moi, j'aimais bien cette ville. Mais maintenant, tout est fichu. Kofi commença à pleurer. Et son oncle attendit qu'il se calme. J'ai un plan, Kofi. Je veux que tu proposes une sale blague à tes amis. Dis-leur que tu as volé les clés de la porte arrière du cinéma
et que s'ils entrent par réfraction, ils pourront voir gratis les nouveaux films américains. Le projectionniste est trop vieux et il aura bien trop peur pour discuter avec un dur comme Joe. Mais pourquoi tu ferais cela, mon oncle? Ah, ça me regarde. Arrange-toi seulement pour qu'il vienne ce soir à 7 heures. Et je mettrai mon plan à exécution. Quant au film, ne t'en fais pas, de nos jours, les jeunes regardent tout ce qu'on leur met sous le nez. Ça fit rire Kofi et son oncle aussi. Quand il quitta le vieux cinéma, Kofi se sentait déjà beaucoup mieux. Il alla à la rencontre de ses amis et, bien sûr, il les trouva près des magasins, à côté de la rutilante voiture de Joe. Joe était 2 fois plus grand que les autres garçons. Assis au volant, le bras passant par la portière. Son pare-brise était tellement couvert de poussière qu'il était presque impossible de voir à travers. Il était fissuré du bas jusqu'en haut. Joe portait une veste en cuir noir. Ses lunettes de soleil étaient maintenues par du fil de fer et elles étaient de travers sur son visage en sueur. Chaque fois qu'il parlait, un des vers se détachait de la monture et il devait l'extirper des détritus qui jonchaient le sol de la voiture. « Hé, moustique !» C'était le surnom qu'il avait donné à Kofi parce qu'il les énervait à les suivre tout le temps. « Où étais-tu passé? À l'école ?» Les amis de Kofi se mirent à ricaner parce qu'ils ne savaient pas très bien quoi faire d'autre. « Non, Joe, j'ai été voir mon oncle, celui qui tient le cinéma. »« Waouh !» s'esclaffa Joe sarcastique. « Ça a l'air passionnant, ton histoire. » Eh bien, ça peut être très avantageux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai volé la clé de la petite porte arrière, dit Kofi, en s'efforçant d'être aussi convaincant que possible. Ah, mais c'est super ça, moustique. Allez, donne-moi la clé. Joe était très emballé à l'idée de cette nouvelle farce. Le problème, c'est que le projectionniste dort à l'intérieur de la salle du cinéma. Alors nous ne pourrons pas entrer avant qu'il soit sorti. La ruse de Kofi avait marché du premier coup. Le poisson avait gobé l'hameçon, la ligne et même le plomb. T'en fais pas pour le vieux, il fera ce que je lui dirai de faire, sinon... Sur ce, les garçons de la bande poussèrent Kofi dans la voiture. Elle démarra en crissant dans un nuage de poussière. Les habitants furieux leur montraient le poing. Dans un grand bruit de frein, la voiture s'arrêta devant le cinéma alors que le soir tombait. Les garçons sortirent en bloc et ils suivirent Kofi. Il était 7h moins le quart. Kofi espérait que son oncle était prêt pour les recevoir. La clé tourna dans la serrure et la porte s'ouvrit difficilement, en grinçant. 2 araignées et de la poussière leur tombèrent sur la tête, tandis qu'ils scrutaient à l'intérieur avec attention. Au fond, sur la droite, on apercevait la cabine de projection, faiblement éclairée. Le vieil homme s'y trouvait. Il clignait des yeux en cherchant à tâtons ses lunettes. Il ne semblait pas du tout prêt. On était arrivé trop tôt. Le plan allait rater. Pour retarder la bande, Kofi essaya de faire croire que la porte était coincée. Mais Joe, d'un puissant coup d'épaule, l'ouvrit tout grand, et le bruit soudain avertit le vieil homme de leur présence.
Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Dit une toute petite voix. Joe s'avança à grands pas et s'installa au milieu du premier rang. Les autres, en hésitant, prirent place de chaque côté. Passe-nous un film, le vieux, et que ça saute. Sinon, on casse tout, s'écria Joe. Les autres se mirent à rire avec une certaine nervosité. Le vieil homme semblait désespéré. À tâtons, il chercha une bobine de film. Voir son oncle en difficulté déplaisait beaucoup à Kofi. Il était sur le point d'intervenir quand le vieil homme tourna les yeux vers lui et, très vite, sans que les autres s'en aperçoivent, il lui fit un clin d'œil. L'obscurité se fit, l'écran s'anima, et le nom du film apparut. La pilule amère. Joe, qui ne savait pas lire, donna un coup de coude dans les côtes de l'un de ses voisins, et celui-ci lui murmura le nom du film. Alors Joe fit semblant d'avoir lu tout seul, et il hocha la tête en signe d'approbation. « Ah oui, dit-il d'une voix retentissante. La pilule amère, je connais. » Le film commença. La voix du récitant parlait d'un pays perturbé par de graves problèmes. En panoramique, on voyait des champs desséchés, des terres fertiles en feu, des bandes de voyous qui traînaient dans les rues. Et peu à peu, on comprit que la source du mal était à l'intérieur du palais royal. La caméra balaya la contrée et se posa sur les hauts murs en torchis du palais, dont le haut était peint en blanc. À l'intérieur du palais, la scène s'ouvrait sur la salle du trône. Le roi, un homme de grande taille, vêtu d'un magnifique cafetan bordé de peau de lion, le roi était entouré de ses obséquieux courtisans. Ils étaient 11 en tout, d'origines diverses et variées. Avec force courbette, ils prodiguaient leurs conseils au roi. Seul un homme restait à l'écart. Il prit la parole. « Roi au fouet, ton peuple est malheureux. Tu restes à écouter ces idiots alors qu'on n'observe pas tes lois dans le pays. » Les autres conseillers restèrent interdits en entendant ces paroles. Mais au contraire, votre suprême majesté, vous êtes juste et sage. Le peuple vous adore. Il obéit à vos lois sans discuter. Ne faites pas attention à ce vieux fou. Il ne veut que jeter le doute dans votre esprit. En entendant cela, l'homme qui tout seul avait tenu tête au roi salua et quitta la pièce. Aussitôt après son départ, les 10 conseillers se mirent à comploter sa perte. Ils entourèrent le roi et, tels des vipères, lui sifflèrent dans l'oreille « Votre Altesse, votre grandeur, renvoyez ce perturbateur. Il ne reconnaît pas la valeur de vos lois, il ne reconnaît pas la force de votre pouvoir, ni la profondeur de votre sagesse. » Le roi accepta de réfléchir à la question, et c'est ainsi que la séquence se terminait. La scène suivante se déroulait dans les appartements du roi. Il était en train de faire les 100 pas et, à l'évidence, il réfléchissait aux paroles de ses conseillers.
Soudain, il prit la décision d'aller se rendre compte par lui-même de ce qui se passait. Sans attendre, il enfila des vêtements ordinaires et sortit du palais. Tandis qu'il déambulait dans les rues, il se rappelait le passé. Du temps de son père, les rues étaient remplies de monde. Il y avait des marchands ambulants. On mangeait, on bavardait, on riait. Il se rendit compte qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas entendu rire dans son royaume. Quelque chose clochait et il résolut d'y remédier. Il retourna au palais et dans l'aube naissante, un plan commença à germer dans son esprit. Tôt ce matin-là, le roi au fouet envoya un serviteur acheter une grande jarre de vin de palme. On la porta en secret dans les appartements royaux, et pendant 6 jours, le roi la laissa exposer au soleil brûlant. Chaque jour, il y ajoutait les restes de son repas du soir, si bien qu'à la fin de la semaine, le vin s'était transformé en un breuvage répugnant, aussi amer que la bile des scorpions. Le roi fit convoquer ses conseillers dans la salle d'audience. Il les attendait en riant doucement dans sa barbe, la jarre posée près de lui. Les conseillers furent bientôt réunis, et le roi leur dit « Mes bons amis, voilà des années que vous me servez loyalement. Et comme tous peuvent le constater, la paix et le bonheur règnent dans mon royaume, grâce à vos efforts, à votre dévouement. » Les 10 conseillers regardaient le 11e d'un œil mauvais, car ils étaient certains d'avoir triomphé. Ce matin, continua le roi, j'ai reçu de mes heureux sujets un témoignage de leur félicité. Cette jarre, elle contient un vin de palme le meilleur que j'ai jamais goûté. Son goût est pareil au doux nectar des fleurs sauvages. Mes amis, je veux que vous en buviez avec moi et que vous me disiez comment récompenser celui qui a préparé un aussi divin breuvage. Les conseillers, ravis de cette faveur royale, s'avancèrent vivement pour prendre la louche des mains du roi. Mais ce dernier, pour s'assurer de la réussite de la supercherie, plongea la louche dans le vin et se força à boire une gorgée de l'immonde liquide. Il fit alors une prodigieuse performance d'acteur. Il parvint à transformer sa grimace de dégoût en un grand sourire de pur délice. Avec empressement, le premier conseiller prit la louche des mains du roi et en avala une grande rasade. Le goût qui lui monta aux lèvres était si écœurant qu'il en étouffa. Il expliqua qu'il avait avalé de travers, il réussit à produire un pâle sourire, et il dit d'une voix rauque « C'est un vrai nectar, celui qu'il a préparé mérite d'être chef. » Stimulé par la réaction de son collègue, le deuxième conseiller avala une bonne lampée de vin. Ses yeux se remplirent de larmes. Oui, parvint-il à dire, même le plus rude gaillard en pleurerait de joie. Selon moi, c'est de l'or et des honneurs qu'il faudrait comme récompense. Chacun leur tour, les conseillers burent le vin, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et ils firent tous les efforts du monde pour exprimer leur accord avec le roi. L'un d'entre eux dut sortir précipitamment de la pièce. À son retour, il prétendit être allé chercher les musiciens de la cour
pour qu'il compose un chant à la gloire de cet excellent vin. Finalement, le conseiller qui s'était tenu à l'écart s'avança. Le roi lui tendit la louche en disant « J'espère que pour une fois tu seras d'accord avec nous quant au mérite de ce superbe vin. » Le vieil homme répondit « Votre Majesté, tout semble indiquer l'excellence de ce cru. » Et il en prit une gorgée. Le vin avait à peine touché ses lèvres qu'il le recracha avec un grand cri. « Votre Majesté, ce vin est empoisonné! Mettez-moi à mort si vous voulez. Je vous ai toujours dit la vérité et je le ferai toujours. C'est mon devoir. Celui qui veut vous faire boire ce vin est un traître, car il veut vous empoisonner. » Les autres se déchaînèrent contre lui. Ils savaient qu'il avait dit vrai. Ils l'en détestaient d'autant plus. Ils hurlaient que c'était un menteur. Le roi les observa un moment, puis il réclama le silence. « Ainsi, une fois de plus, tu n'es pas de l'avis de tous. Donc quelqu'un doit mentir. Ami fidèle, quel châtiment devrait-on infliger à un tel menteur ?» Croyant que le roi parlait du vieil homme, les 10 conseillers s'écrièrent qu'il méritait une mort immédiate. « Qu'il en soit ainsi, dit le roi d'une voix solennelle, qu'on fasse venir les bourreaux. » Les bourreaux entrèrent et prirent place dans la salle. Leur robe était bordée d'un rouge écarlate et leurs visages étaient dissimulés sous des masques en velours noir. Désignant les 10 méchants conseillers, le roi s'écria « Emmenez ces 10 hommes et qu'ils soient mis à mort pour haute trahison. » Malgré leurs grands cris de protestation, on les emmena pour qu'ils subissent le châtiment qu'eux-mêmes avaient appelé sur leur tête. Rien ne put les sauver. Et puis, comme le silence se faisait peu à peu, à mesure que les hurlements diminuaient au loin, le roi dit au vieux conseiller « Je te prie d'excuser ma bêtise. J'ai été trompé. J'ai été trompé pendant toutes ces années. Toi seul m'as dit la vérité et j'ai permis qu'on se moque de toi. Va, trouve-moi 10 hommes aussi honnêtes que toi, pour que nous puissions ensemble réparer tout le mal dont souffrent mes sujets. » La fin du film montrait le vieux conseiller qui s'avançait à grandes enjambées dans un soleil éclatant, tandis qu'une ère nouvelle commençait pour le pays. Dans le cinéma, les garçons restaient pétrifiés par le film. Joe, en revanche, se sentait de plus en plus mal à l'aise. Il se tortillait dans son fauteuil avec des petits rires nerveux. Et quand il lançait des regards autour de lui, il lui sembla que les autres regardaient avec des yeux pleins de reproches. Joe commença à comprendre que pour lui la partie était terminée. Au moment où, dans le film, on appelait les bourreaux, les garçons ne s'aperçurent même pas que la porte arrière se refermait bruyamment et que Joe s'était enfui. Ils n'entendirent pas le crissement des roues au moment où il faisait demi-tour en direction de la ville.
On ne le revit jamais. Le film était terminé. Le bout de pellicule qui dépassait de la bobine faisait son petit cliquetis insistant. L'oncle de Kofi éteignit le projecteur. Les garçons avaient honte. Ils avaient honte de leur conduite. Il leur offrit une tasse de thé et leur fit un discours sur l'importance de ne pas manquer l'école. Mais ils ne lui en voulurent pas trop, car ils savaient que le vieil homme disait la vérité.